Bonjour. Je voulais depuis un petit moment, dans le cadre de mon livre, Violence, risques psychosociaux et travail social, et de mes recherches, pouvoir transmettre les témoignages que l'on a pu m'apporter, des témoignages sur la fatigue professionnelle, les risques psychosociaux, la souffrance. Je me suis dit que c'était peut-être aussi un bon moyen, enfin en tout cas une certaine méthode, de pouvoir transmettre et dire une certaine réalité. Alors voilà, je vais commencer par un témoignage qui s'appelle Fatigué, fatigué, mais toujours debout, comme disaient les chansons. Je remercie d'ailleurs son auteur qui a publié dans le lien social 1947. Bon, en fait, trêve de surprise, il s'agit de moi. Il s'agit de mon témoignage et d'autres suivront. Voilà, ça s'appelle Fatigué, fatigué, mais toujours debout. Fatigué. Fatigué, je suis fatigué. Pas encore en burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel lié à la rencontre d'une personne et d'une situation de travail dégradée, véritable effondrement psychique et physique, mais fatigué, oui, fatigué par des années d'internat aux horaires variables, irrégulières, faites de changements, de remplacements, de turnover, d'heures supplémentaires, et où parfois, bah oui, le rythme biologique ne suit plus et ne tient plus la cadence. Fatigué, j'avoue, après plusieurs années aussi d'accueil d'urgence pour adolescents, aux profils divers, aux problématiques exacerbées, aiguës, et fatigué par la violence subie qui laisse des traces, liées aussi à de la déstructuration professionnelle, organisationnelle. Alors on l'encaisse tout ça, on la met au travail, mais elle reste bien présente. On le sait pourtant que cette violence est inhérente. Elle est inhérente et que l'on travaille avec des populations en risque, des populations à risque. C'est le jeu, comme dirait l'autre, ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça, mais à un moment ou à un autre, bah basta, basta, y en a marre. Et puis, effectivement, à l'heure où les risques psychosociaux sont avérés dans le travail social, bah, il est utile de savoir reconnaître ces signaux d'alarme sans culpabilité avant de tomber véritablement en souffrance au travail, d'être véritablement cramé au sens littéraire du terme. Parce qu'il faut durer dans ce métier, et endurer. Mais parfois la situation s'emballe, comme en cet été 2018, où des gouttes d'eau font déborder le vase, sans doute déjà trop plein. Alors bien sûr, comme on dit, toute ressemblance avec des personnes ou des lieux ayant existé sera bien sûr purement fortuite. Alors oui, depuis peu, depuis plusieurs mois d'ailleurs ont lieu des phénomènes de violence, verbale, physique, symbolique, matérielle, bien sûr également, et liés à plusieurs facteurs. Les jeunes, qui sont en opposition de principe aux adultes, du fait de leurs problématiques, dont de la déficience intellectuelle pour certains, et puis de l'effet de groupe, et puis d'un turnover important dans l'équipe qui ne permet pas la stabilité justement et la cohérence dans le temps. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire, comme ça, vite fait, sans être exhaustif, des faits? Un langage hypersexué, inadapté. Bon, alors là, accueil d'urgence ado, faut dire que les ados rivalisent de sens poétique. Bon, les ados ont plutôt un langage soutenu, distingué, éloquent même, et manient formidablement bien les mots. Bon, on le sait pourtant, à l'instar d'Étienne Lévy, que les ados sont insupportables, lourds, menteurs, violents, stupides, mais que ce sont nos enfants. Et oui, d'ailleurs, j'ai pu une nouvelle fois apprendre que, bah oui, je pouvais lécher les couilles d'une ado, ou lui sucer la bite, je la revois. Ouais, vas-y, tu veux pas me lécher les couilles en me suçant la bite? Là, comme ça, là, aujourd'hui, non, pas trop. Non, merci. Non, non, ça me dit trop rien. Alors bon, voilà, et ça, on le met en lien avec toutes ces mises en danger de certains jeunes aux problématiques sexuelles, par exemple. Bon, ce langage, ce mode de communication, c'est aussi violent, en fait, dans les propos renvoyés aux éducateurs, aux éducatrices, parce que ce sont des insultes, ce sont des agressivités verbales, physiques, et des oppositions récurrentes contre l'autorité, contre l'adulte, et ça c'est quotidien. C'est quotidien au sein d'un groupe de jeunes soudés contre l'autorité. Oui, cet été, j'ai pris aussi des coups de poing au visage. J'ai pris un œuf éclaté sur ma tête. Pareil que c'est bon pour les cheveux. J'ai dû m'opposer et contenir physiquement des jeunes, entre autres. Les jeunes, oui, semblent faire leur loi. Faire leur loi tant ils défient les règles et font comme si l'adulte n'était pas là. D'ailleurs, faut le dire qu'ils rendent inexistant l'adulte, attaquant systématiquement le lien, sont hermétiques aux critiques, au refus ou à la frustration. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils peuvent se montrer d'ailleurs, pour certains, exigeants, de sortie, consuméristes, violents, même physiquement, envers les adultes encadrants.
Alors entre ces mises en danger sur l'extérieur, les comportements déviants au sein même de la structure et les difficultés à tenir le cadre, dues particulièrement au renouvellement régulier de l'équipe et à ses conséquences, eh bien l'ambiance et le contexte de travail se trouvaient très difficiles, dégradés, empreints d'agressivité et de violence. Le groupe de jeunes est en opposition aux adultes. Oui, ils ont pris le pouvoir sur la structure. Il est donc remarqué, entre autres, certains faits et conséquences liés à ce contexte. Des violences, donc, un turnover important, des départs et des remplacements qui occasionnent, en conséquence, de la déstructuration dans l'équipe, dans l'organisation du travail, dans la cohérence même de l'équipe. Alors dans ce contexte, forcément, le groupe de jeunes fait subir leurs lois et les effets de groupe sont à l'œuvre. Fatigue, épuisement professionnel, lassitude, remplacement sont alors les conséquences néfastes et se doivent d'être prises en compte. Alors face à ces constats, c'est bien beau, mais une question s'impose. De quelle manière reprendre le contrôle d'un groupe afin de retisser un réel lien en vue d'un réel travail éducatif? Et bien cet été, il aura fallu reprendre le contrôle de la situation, oui, en actant, dans un premier temps, des positionnements forts et des décisions à tenir face aux jeunes. Mais pas trop non plus, parce qu'il faut être en mesure d'assurer. Et puis tenir le cadre, le règlement le fait respecter en assumant le conflit. Aussi, le non s'imposer, même physiquement, afin d'obtenir du respect des personnes et des lieux. Tout cela, bien sûr, je le dis, ne peut être réalisable qu'avec des moyens humains à la hauteur de l'enjeu, de la cohérence dans le temps et dans l'espace. Et puis d'un autre côté, il faut dire qu'il faut réinvestir aussi la clinique du quotidien. Vous savez, ces corridors au jour le jour. Et puis également retisser ou tisser ce lien avec les jeunes, car, il faut le repréciser, c'est bien le lien social, le partage de l'expérience commune, qui favorise aussi le respect, le cadre contenant. Alors cela passe aussi par la relation individuelle, afin de casser la mauvaise dynamique de groupe, la création d'outils individualisés, etc., etc., et puis de la cohérence éducative, de la congruence nécessaire à l'exercice de nos missions. Bon, sauf que c'est bien beau tout ça, savoir que de nouveaux collègues vont arriver, que le groupe de jeunes va évoluer dû à certains départs, que l'on va nous permettre de récupérer comme une ritournelle que j'ai déjà bien trop entendue. Alors ça suffit, stop. Ça suffit, je vais m'occuper un petit peu de moi. Je vais souffler, dire stop. Parce que la relation d'aide, ça suppose aussi d'être soi-même en état de porter, en état de supporter, de tenir compte de ses forces et de ses limites, de prendre du recul, donc de se refroidir aussi lorsque l'on surchauffe. Parce qu'on fait des métiers formidables, beaux, porteurs de valeurs humanistes, progressistes, battus en brèche. Bon, le constat est amer, mais non, ne pleurez pas. En tout cas, pas tout de suite, parce que forcément, faut pas oublier tous les beaux moments que l'on peut vivre. Ces fous rires à table, ce gâteau encore fumant, ces camps endiablés, ces bobos à soigner, cet apprentissage réussi, cette montagne vaincue, ce père qui tente de s'en sortir. Oui, ce chantier réalisé, tant d'exemples encore que l'on pourrait citer. En fait, tous ces souvenirs qui nous font encore y croire, finalement, nous rappellent aussi pourquoi nous avons choisi des métiers de l'humain. Parce que ces métiers, on y est engagé. Nous les défendons corps et âme, afin de venir en aide, oui, aux plus fragilisés, aux plus démunis, dans un contexte, bien sûr, ultralibéral, où tout s'achète, où tout se vend, sauf que, oui, non, l'humain n'est pas une marchandise. Non, 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 tout n'est pas noir, tout n'est pas noir, parce qu'effectivement, on le voit, de commissions en collectif, des regroupements de travailleurs et de travailleuses sociales naissent partout pour défendre nos métiers, nos valeurs, les publics accompagnés. Car là où il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tiens, ça me rappelle l'été dernier que la protection de l'enfance voyait ses budgets diminuer. Et comme le 119, qui était alors bientôt aux abonnés absents. Et on nous pond des plans pauvreté. Mais quel cynisme, mais quel mépris. Alors oui, face à tout ça aujourd'hui, oui, le fantassin du social est fatigué. Il a besoin de récupérer pour pouvoir un jour retourner aux tranchées. Mais je vous rassure, ça va mieux aujourd'hui, et je reste debout pour nos métiers du travail social. Merci, d'autres témoignages suivront, et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi trouver beaucoup de réponses à ces questions de violence institutionnelle, de risques psychosociaux, dans le lien, là, en bas, là, sous le post, vous pouvez trouver de la page Facebook, mais aussi je le reprends, je me permets, dans le livre. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, et à très bientôt à la prochaine. Allez, ciao.